Bonjour à tous, donc Laurent Mazurier pour l'Association des petites cités de caractère. Bienvenue dans ce webinaire sur le thème de la ville durable, la rencontre entre les petites cités de caractère et écoquartiers. Donc nous avons aujourd'hui avec nous autour de la table, je vais remettre le diaporama. Comme souvent pour nos webinaires, l'idée de croiser à la fois le regard petite cité de caractère, le regard de partenaires et un retour d'expérience de communes à travers des élus qui sont passés par le fer pour illustrer et faire un retour d'expérience sur la thématique que nous traitons aujourd'hui. Donc, nous avons aujourd'hui avec nous, alors, moi, donc Laurent Mazurier, qui ferait l'introduction, une belle représentation de la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages au sein de la direction générale de l'aménagement du logement et de la nature, au sein du ministère de la transition écologique. J'ai fait court, hein, je n'ai pas mis tout le nom parce que maintenant, le nom du ministère, il faut plusieurs diapositives pour le mettre en entier. Donc, Florence Drouy, Bruno Bessy et Colin Cauchois, que je remercie beaucoup de leur présence, qui feront une présentation donc, de Écoquartier et toute la démarche associée autour de l'aménagement durable à trois voies. Et Jean-Claude Asselin, donc adjoint au maire de Saint-Benoît-sur-Loire, dans le Loiret Centre-Val de Loire, qui partagera avec nous justement ce retour d'expérience d'une commune qui s'engage dans la création d'un écoquartier dans un espace protégé au titre des monuments historiques et même au titre d'un site patrimonial remarquable. Alors, juste pour commencer, ah oui, alors quand même, rappelons un petit peu les règles. On est en mode webinaire. Donc, vous avez deux espaces pour soit interagir, soit poser vos questions et réponses. Donc, l'espace discussion pour commenter, pour partager certaines choses. Et l'espace questions et réponses, donc Q et R, qui est vraiment pour poser des questions aux participants ou nous faire part d'avis ou de commentaires. Donc, à mes côtés, Valérie Bouvet-Genome, chargée de développement au sein des petites cités de caractère, veille sur la partie questions et réponses. Donc, les panélistes peuvent à tout moment répondre en direct à certaines questions, si elles peuvent être traitées en direct, ou sinon, régulièrement, on fera des pauses et on regardera si vous avez des questions. N'hésitez surtout pas à interagir. C'est aussi un temps qu'on veut interactif pour profiter justement de la présence des différentes personnes, entre guillemets, autour de la table pour poser toutes vos questions. Une très rapide introduction hein, sur pourquoi un réseau comme les petites cités de caractère travaille et s'intéresse de près à toutes ces dimensions autour de ce que j'appelle la ville durable et les travaux avec Écoquartier. Notre histoire autour de cette démarche est assez récente, hein, mais on le verra et c'est aussi quelque chose qui nous regroupe avec Écoquartier. Si les petites cités de caractère maintenant vont doucement mais sûrement vers leurs 50 ans, le projet dans sa dimension nationale reste récent, un peu plus de 10 ans. Et surtout, au cours du dernier mandat, ce travail qui a été fait avec les élus pour faire connaître et reconnaître l'action de nos communes sur la valorisation du patrimoine au titre de la revitalisation économique, au titre du développement durable, au titre du développement des territoires. Il y a deux dates, juste deux dates pour introduire tout cela. En 2018, nous sommes associés avec l'Association nationale des architectes des bâtiments de France qui a organisé un colloque national à Château-Giron autour du thème justement Alliance. Alors c'est un mot qui était un petit peu en vogue à l'époque parce que notamment suite à un rapport son nom m'échappe, Yves Dauge, pardon, sur un rapport de Yves Dauge qui préconisait justement une alliance pour travailler sur la revitalisation des centres-villes à partir du patrimoine. Et nous y avions présenté les actions de nos communes au titre justement de cette approche revitalisation des centres-bourgs. Et à partir de ce colloque et des actes de ce colloque, des premiers contacts justement avec le ministère de la Transition écologique, Charline Lénig notamment, qui nous avait invités à participer aux 10 ans du plan Ville durable, et avec un atelier dont le nom, je trouve, résume bien la situation, ou en tout cas l'état des lieux, il y a quelques années, et qui est encore en vigueur. Est-ce que le patrimoine est un frein à la revitalisation? Avec un point d'interrogation. Et après, il n'y avait certainement pas
mais la façon un peu provocante et volontairement provocante dont la question a été posée disait bien quand même la relation complexe que nous avons dans les cités historiques avec des nombreux préceptes du développement durable. Et pourtant, à partir de ce colloque, ça a été enfin à partir des 10 ans du plan Ville durable, ça a été des échanges continus, permanents, entre justement le ministère et nous, et autour de cette idée que quand on travaille sur la valorisation des patrimoines, on a quand même de sacrés atouts pour aborder le sujet du développement durable et de la ville durable. Et on a fait un gros travail au cours des dernières années, alors perturbé par le Covid comme beaucoup, mais justement pour croiser un petit peu nos travaux, nos retours d'expérience et la charte le référentiel pardon, d'écoquartier. Et avec plusieurs axes qui sont sortis et qui vraiment montrent qu'aujourd'hui, il y a quand même de sacrées passerelles qui constituent un socle solide et à partir duquel on peut travailler sur une belle démarche de progrès. Donc, ce que je vous mets à l'écran là en 4 slides pour lancer un peu la thématique, c'est le fruit de ce travail de croisement de notre charte et du référentiel et de montrer vraiment les pistes qui nous permettent de travailler ensemble. On avait pris 4 entrées parce que le référentiel écoquartier, le nouveau qui vous sera présenté, gardez cette logique-là, est organisé en 4 parties. Donc, il y a l'idée déjà qu'on travaille dans les 2 cas sur la réalisation de projets de façon programmée, budgétée. L'idée de mettre en projet tout ça, de travailler sur une base de concertation, sur une base d'investissement. Alors nous, en plus des personnes, c'était tout un travail qui suit ce qu'on a fait sur les droits culturels, avec la notion vraiment de concertation et de co-construction avec les habitants et les acteurs de la cité. Ça, c'est quelque chose de très fort qu'on retrouve dans les 2 démarches. Et également, et ça, c'est un peu une de nos signatures, sortir de cette idée que le patrimoine, c'est du monumental, ce n'est que charge, contrainte, mais beaucoup plus qu'on est sur une approche globale, somme des héritages, matériels, immatériels, culturels, naturels, vivants, mémoire vivante. Et en fait, on parle vraiment de l'identité de cette culture commune qu'on doit à chaque fois identifier et sur la base de laquelle on va travailler sur la ville qui se réinvente et qui s'appuie justement sur cette culture commune et partagée des habitants. Et là aussi, cette idée de partir des gens dans leur culture et dans leur patrimoine et dans ce qui constitue le socle du vivre ensemble est un des piliers, est une grande passerelle avec les travaux écoquartiers. L'approche territoriale, évidemment, l'idée de faire des territoires vivants, attractifs, dynamiques, où on trouve toutes les formes les diversités de fonctions, des alternatives à la voiture thermique individuelle, compliquées dans nos centralités, dans la ruralité, mais clairement un enjeu également dans nos communes, et puis les filières courtes qui permettent le développement de filières courtes et d'économie sociale et solidaire. Là, pour le coup, nos communes qui sont entre ruralité et urbanité ont toutes des expériences et énormément de choses à faire valoir et à faire connaître. Et puis, dans cette idée qu'on est entre urbanité et ruralité, la relation avec l'environnement, le climat, alors là aussi, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup de travail, de marge de progression. Mais dans notre approche du patrimoine, on travaille aussi sur la végétalisation, sur l'articulation entre culturel et naturel, et sur un travail pédagogique qui met vraiment l'habitant, les acteurs de la cité, au cœur du projet, également autour des thèmes dont on parle tant aujourd'hui sur la consommation d'eau ou la végétalisation des espaces. Donc, de ces premiers travaux de rencontre entre les deux démarches, petite cité de caractère et écoquartier, on se rend compte qu'on a quand même un socle très, très riche pour avancer. Et aller au-delà, on ne va pas non plus se voiler la face, d'une relation parfois difficile entre la gestion du patrimoine et l'intégration des enjeux énergétiques, climatiques, mobilité, etc., etc. Donc, d'où la volonté d'avancer à travers déjà une participation aux travaux pour travailler sur les nouveaux documents, nouveaux référentiels écoquartiers, terrain d'expérimentation avec certaines communes qui souhaitent développer ce type de label dans des espaces protégés au titre du Code du patrimoine ou du Code de l'environnement, etc. Et puis commencer aujourd'hui par partager avec vous cette réflexion en profitant un petit peu de la présence de nos collègues d'écoquartier ou des élus petites cités de caractère pour poser toutes vos questions. Voilà, je m'arrête là, c'est déjà bien trop long.
L'idée, c'est beaucoup plus maintenant de rentrer dans le vif du sujet. Et à moins qu'il y ait des questions, on va tout de suite passer à la présentation tac, plus directe de la démarche. Hop. Alors, je vous mets ça en plein écran, si j'y arrive. Florence, je vous passe la main. Parfait. Merci Laurent. Et bonjour à toutes et à tous. Et donc, merci déjà pour cette invitation qui va nous permettre de vous présenter la démarche et de partager les nouveautés de la démarche Écoquartier qui viennent d'être formalisées dans une circulaire signée par le ministre de la Ville et du Logement, Olivier Klein. Donc, je suis avec Bruno Bessis, qui est conseiller ville durable et international au sein de la sous-direction aménagement durable. Colin Cauchois qui fait partie de l'équipe et qui s'occupe des partenariats donc au sein du bureau des villes et territoires, et aussi Yann Lancien qui ne va pas participer à la présentation, mais à qui j'ai demandé de nous rejoindre pour cette présentation, car il a travaillé en particulier sur les indicateurs qui ont été mis en place cette année dans le cadre du renouveau de la démarche, et donc il pourra répondre aux questions s'il y a des questions sur ce sujet. Donc l'idée aujourd'hui, c'était de revenir quand même un peu, on peut mettre la slide suivante, sur l'historique un peu de la démarche, son fonctionnement, son renouvellement sur lequel on a travaillé en 2022, et puis de faire un petit focus sur les petites villes des sites patrimoniaux, donc un programme chargé. Donc j'entre tout de suite dans le vif du sujet. Alors, petit retour historique, donc la démarche Écoquartier, elle a été lancée en 2009 dans le cadre du plan Ville durable. Et c'était un des engagements forts du Grenelle de l'environnement. Donc 2009, je souligne juste, c'est quand même assez rare un dispositif ministériel d'une telle longévité, mais c'est grâce à tous les partenaires aussi de la démarche qui la font vivre, dont Petite Cité de Caractère. La démarche, elle a d'abord été lancée sous forme d'appel à projet. Donc l'idée, c'était vraiment de favoriser l'émergence de pionniers en 2009 pour qu'ils aient un effet après d'entraînement collectif et que ça entraîne une démultiplication des expériences pour diffuser donc les nouvelles pratiques pour concevoir la façon de réaliser une ville qui répond aux enjeux du développement durable. Et puis, comme ces premiers appels à projets ont rencontré un grand succès auprès des collectivités, cette première phase d'expérimentation, il a été décidé de la poursuivre en structurant un peu plus la démarche, avec notamment la réalisation d'un référentiel écoquartier, pour qu'on ait véritablement à proposer aux porteurs de projets un cadre de référence, un guide méthodologique pour les aider à réaliser leur projet d'aménagement durable, et qui soit donc dans une approche qui réponde aux enjeux de développement durable et qui prenne en compte les dimensions à la fois économiques, sociales et environnementales. On y reviendra un peu plus tard sur le référentiel, donc je ne développe pas plus. Et au-delà du référentiel, donc, il a été décidé de créer un label écoquartier en 2011-2012. Je ne sais jamais exactement l'année. Et donc là, avec vraiment l'objectif de ne pas avoir que des pionniers, mais de multiplier les démarches sur l'ensemble du territoire. Donc une labellisation qui ne repose pas sur une norme, mais qui apporte en fait des garanties de qualité à partir d'un socle d'exigences fondamentales autour des 20 engagements justement du référentiel. L'effet multiplicateur a quand même bien fonctionné, parce que si on passe, alors on va mettre 3 diapos après, parce que les diapos, je pense qu'il vous sera envoyé le diaporama, donc on a voulu mettre un peu tous les partenaires de la démarche. On peut passer à celle d'après et encore celle d'après. Voilà, ça vous l'aurez pour voir un peu tous les partenaires de la démarche. Donc là, c'était pour vous montrer avec la carte de France que la démarche Écoquartier, c'est aujourd'hui plus de 530 porteurs de projets qui sont embarqués dans cette démarche à différents stades d'avancement, bien sûr. On y reviendra un peu plus tard sur la façon dont est structuré le label. Non, on va rester sur la page d'avant. Et parmi tous ces projets engagés dans la démarche, on en a aussi beaucoup qui sont alors évidemment, ça peut paraître peu par rapport à l'ensemble, mais on en a plus de 70 qui sont engagés dans le programme Petite Ville de demain.
Et on vous a mis quelques chiffres de bilan, mais c'est quand même plus de 280 000 logements qui sont programmés ou réalisés dans l'ensemble des opérations. On a plus de 80 experts qui sont mobilisés chaque année et on reviendra un petit peu sur le fonctionnement de la labellisation. Et là, on vous a juste mis aussi, pour que vous ayez une idée d'ordre de grandeur des candidats chaque année, les résultats de la labellisation en 2022. On a eu 37 lauréats en étape 1 et 33 lauréats aux étapes chantier, livré et vécu, que je détaillerai aussi un peu plus tard. Plus 2, donc de labelliser à l'international. Le référentiel intéresse aussi beaucoup les pays à l'international qui souhaitent se renseigner sur notre référentiel et bénéficier de nos expertises. Voilà, donc pour vous donner un bon aperçu de ce que représente la démarche Écoquartier. Et donc en 2021, c'est notre président de la Commission nationale Écoquartier qui réunit tous les partenaires de la démarche pour statuer sur les évolutions de la démarche et sur la labellisation des projets. Donc Florian Berco, maire de Laval, a souhaité lancer un grand chantier de renouvellement de la démarche. Et je vais laisser Bruno Bessis poursuivre sur la diapositive suivante pour vous montrer et vous expliquer toutes ces évolutions. Merci Florence, bonjour à toutes et tous. Je vais commenter cette diapo. Je reviens juste sur un chiffre qui était dans la diapo précédente, mais ce n'est pas la peine d'y retourner, c'est que 70% des écoquartiers sont dans du tissu existant. Se sont mis en œuvre et se sont développés dans du tissu existant. Donc, ça répond à une question qui pourrait être posée. Est-ce que écoquartier, c'est que dans des quartiers neufs? Et du coup, on ne verrait pas très bien le lien avec petite cité de caractère. L'histoire nous montre que les écoquartiers se sont essentiellement développés donc, dans du tissu existant et on a de plus en plus de quartiers historiques qui s'engagent dans cette démarche. Là, on est en discussion avec le centre ancien de Cahors qui veut également mettre en œuvre la démarche écoquartier sur l'ensemble du centre ancien. Et les écoquartiers à l'international que tu as évoqué à l'instant, Florence, portent aussi sur des centres historiques. Alors, avec du patrimoine différent du nôtre certainement, mais néanmoins du patrimoine. Donc ce sujet de la valorisation, de la préservation et de la valorisation du patrimoine des écoquartiers est vraiment un sujet d'actualité et un sujet essentiel parce que la ville de demain, c'est la ville d'aujourd'hui. C'est bien la ville d'aujourd'hui qu'il va falloir adapter au changement climatique et qu'il va falloir j'allais dire transformer, oui, qu'il va falloir transformer et amener vers la transition écologique. Et cette évolution du référentiel écoquartier a justement été faite pour répondre encore plus à ces priorités territoriales, à cette réalité du terrain. On avait dans l'ancien processus, c'est ce que vous voyez en haut de la frise, un dispositif qui était en 4 étapes. Étape 1, signature de la charge, étape 2, opération chantier, étape 3, quartier livré, étape 4, quartier vécu. Et il y avait un vide, on va dire, entre l'étape 1 et l'étape 2, alors que c'est à ce stade-là, avant le début du chantier, que les collectivités ont le plus besoin d'un accompagnement. Et c'était d'ailleurs une des finalités, lorsque le label a été créé en 2012, comme tu le disais, c'était une des finalités de ce label écoquartier. Ce que nous avaient demandé les collectivités à l'époque, c'était de nous dire que oui, il était pertinent de créer un label écoquartier, mais il fallait que ce label écoquartier ne soit pas un label sanction, mais permette d'accompagner les collectivités et les porteurs de projets tout au long du processus. Et on n'avait pas suffisamment fait cet accompagnement dans le processus précédent, d'où, dans l'évolution, l'idée de renforcer, c'est ce que vous voyez à l'écran avec les 2 pavés, le bleu ciel là, au centre et le jaune-orange au centre de la diapositive, c'est vraiment mettre l'accent sur ce qui se passe avant le début du chantier. Donc on retrouve une phase d'engagement avec la signature de la charte écoquartier. Là, le projet devient officiellement écoprojet avec le petit logo que vous avez en bas à gauche. À partir de ce moment-là, la collectivité ou porteur de projet bénéficie d'un accompagnement sur mesure qui peut être fait soit par le CEREMA, soit par France Ville Durable. France Ville Durable, d'ailleurs, qui lance un groupe de travail sur la rénovation et réhabilitation du patrimoine. Évidemment, Petite Cité de Caractère a été identifiée comme l'un des acteurs
qui doit participer, et vous allez être invité, vous allez être contacté très prochainement, mais qui doit participer aux réflexions de ce groupe de travail. Je reviens sur les accompagnements. Donc, on a dit le CEREMA, France Ville Durable, où on peut organiser également un atelier flash sur un terrain. Et puis, il y a aussi, sans rentrer dans le détail tout de suite, un accompagnement qui peut être fait sur la mise en œuvre de l'outil Urban Print et de la méthode énergie carbone pour mesurer l'impact carbone des opérations d'aménagement. Donc, un premier accompagnement, puis un deuxième accompagnement au moment de la revue des coprojets, où il y aura une première expertise qui sera faite. On est toujours avant le quartier, mais cette revue des coprojets permet de faire des recommandations et d'identifier avec la collectivité et avec les acteurs locaux, d'identifier les pistes d'amélioration du projet. Et pendant ces phases d'accompagnement, évidemment, on travaillera de façon particulière sur les sujets qui peuvent être des freins ou qui peuvent poser des questions aux collectivités. En l'occurrence, c'est souvent sur ce patrimoine et comment on travaille comment on fait un écoquartier avec ce patrimoine à préserver. Et puis ensuite, dans le processus, on retrouve la labellisation écoquartier livré. Donc là, on repasse à du label. Donc jusqu'à ce stade, on était à de l'éco-projet. Et au moment où l'opération s'achève, on est donc sur le label écoquartier livré. Et puis 3 ans après l'obtention du label écoquartier livré, la collectivité peut candidater pour obtenir le label écoquartier vécu. Donc vous voyez vraiment la place qui est faite à l'accompagnement, au travail qu'on veut mener avec nos partenaires, bien sûr, et avec la collectivité pour traiter des sujets qui sont parfois délicats et difficiles à mettre en œuvre. Peut-être qu'on peut parler. Oui, il y aura un mot, je crois, un peu plus tard sur le guide de l'aménagement durable, mais on a traduit tout ce travail de l'année 2022 par l'élaboration d'un nouveau référentiel. Il n'y a pas de bouleversement. On a toujours les 4 dimensions que vous voyez à l'écran et qui ont été déjà mentionnées par vous, M. Mazurier, avec les liens déjà entre les 4 dimensions et les problématiques petite cité de caractère. Donc, guide de l'aménagement durable, avec les 4 dimensions, on retrouve les 20 engagements, mais qu'on a fait évoluer. On peut sur la slide d'après, on a les 20 engagements et que donc on a voulu vraiment travailler avec l'ensemble des partenaires sur l'actualisation de ce guide, c'est important pour nous de ne pas le faire en chambre, mais bien de le partager avec tous les partenaires de la démarche, et puis on a associé aussi les autres directions du ministère et aussi d'autres ministères, comme le ministère de la Culture en particulier. Comme le dit Bruno, pas de révolution, mais on a quand même, parmi les 20 engagements, souhaité en mettre un peu plus en évidence. On a fait dans la première dimension des marchés processus, un engagement avec une place à part pour l'association des habitants et des usagers. On l'a évoqué, la participation citoyenne et la co-construction, c'est quelque chose d'essentiel et qui était déjà bien présente dans le référentiel, mais qu'on a souhaité encore plus renforcer dans le cadre de l'actualisation. Et bien sûr aussi toutes les dimensions de résilience, notamment par rapport à l'adaptation au changement climatique qui soulève des questions, on l'a déjà évoqué aussi, vis-à-vis de la préservation du patrimoine, mais qui ne sont pas incompatibles du tout, mais qui sont des questions à travailler. Et en tout cas, c'est aussi une des thématiques qu'on a voulu particulièrement renforcer dans le cadre de l'actualisation du référentiel. Et Colin nous dira un mot tout à l'heure un peu plus particulier sur l'engagement 10 qui concerne la valorisation du patrimoine, de l'histoire et de l'identité du site et de ses habitants. L'intitulé a été un peu repris également. Voilà, on y reviendra donc un petit peu plus tard, donc on peut peut-être passer à la diapositive suivante, mais vas-y pour nous. Vous avez là le processus annuel, puisqu'on est dans un système de campagne annuelle, avec, vous le voyez, des signatures de chartes et des accompagnements d'éco-projets qui, eux, vont se faire tout au long de l'année. Donc là, tout au long de l'année, les collectivités qui veulent rentrer dans la démarche pourront signer
la charte écoquartier, et ensuite bénéficier de l'accompagnement que nous avons évoqué, avec l'accompagnement, puis éventuellement les revues d'éco-projets, comme on l'a vu sur une des slides précédentes. Pour les collectivités qui voudraient candidater au label Écoquartier livré et Écoquartier vécu, là on est dans un processus de campagne annuelle, campagne de labellisation, donc on en est aujourd'hui à la 11e campagne de labellisation, avec, comme on l'a vu, les accompagnements possibles du CEREMA sur une quinzaine d'écoquartiers supplémentaires. Donc on a déjà eu une première session d'accompagnement par le CEREMA l'année dernière. C'est un accompagnement qui se fait sur 3 ans et on lance une nouvelle campagne d'accompagnement par le CEREMA. Vous avez sur la flèche en bas l'organisation, on va dire les grands temps de cette campagne de labellisation. Le 12 avril, donc c'est passé, le 12 avril, nous avons eu la première commission nationale écoquartier de l'année, la première de l'année, puisqu'on a 2, une au printemps et une à l'automne. En juin 2023, il y a le club écoquartier, vous serez bien sûr invité. On relance l'animation de ce club écoquartier qui avait été fortement ralenti par le Covid, par des restructurations dans les services. On tient à cette animation du club écoquartier parce que ce sont toujours des moments forts, des moments d'échange, des moments de rencontre. Donc, vous serez invité à cette journée du club écoquartier que l'on organise le 20 juin. En octobre 2023 se tiendront les commissions locales. Ça veut dire que les expertises vont se tenir globalement pendant l'été, les expertises des candidats écoquartier livré, écoquartier vécu. Le 14 novembre, nous aurons ensuite la Commission nationale écoquartier qui va statuer sur les résultats des candidatures. Et le 14 décembre 2023, la remise des labels écoquartier. Donc, vous avez là le programme de l'année sur la campagne de labellisation. Merci Bruno. Voilà, et maintenant, je vais passer la parole à Colin, mais juste, on a souhaité, et en accord avec Laurent, faire un petit focus sur l'articulation de la démarche écoquartier avec les sites patrimoniaux des villages et petites villes. C'est important pour nous d'en parler. Quand je me déplace ou que je rencontre des interlocuteurs et que je parle de la démarche écoquartier, souvent dans l'imaginaire, ça reste encore une démarche qui est associée à des écoquartiers métropolitains dans les grandes métropoles. Et encore, j'ai des retours. Ah bon, c'est aussi pour des petites villes. Donc, oui, bien sûr, ça concerne aussi les petites villes. Et donc, je laisse Colin donner quelques exemples qui sont déjà engagés dans la démarche et des projets assez exemplaires. Merci Florence et bonjour à toutes et à tous. En effet, vous avez pu le voir sur les photos qu'on a mis juste avant, les écoquartiers voilà, qui présentent des photos assez diverses. Au cœur de la démarche écoquartier, il y a bien à chaque fois un projet qui est contextualisé, qui est adapté en fonction notamment des patrimoines de chaque territoire. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. Voilà, donc un des 20 engagements que compose le référentiel écoquartier que Florence vous avait présenté, c'est en effet la question de l'intégration de la dimension patrimoniale au sein de l'écoquartier de toutes les manières et à toutes les échelles. L'objectif avec cet engagement 10, c'est véritablement de montrer comment, grâce aux écoquartiers, on va garder, mais non seulement valoriser à la fois les mémoires et les patrimoines de chaque site pour les mettre finalement au cœur de la transition écologique et de l'attractivité des territoires et des communes, notamment les plus petites. Donc, on a souhaité notamment vous présenter aujourd'hui quelques exemples d'écoquartiers qui permettent justement de montrer les liens entre le patrimoine, les écoquartiers et la façon dont on raconte voilà, avec cela des histoires, des cultures, des patrimoines et la façon dont les habitants évoluent. Peut-être passer à la diapositive suivante. Voilà, donc le premier exemple qu'on a choisi, il porte sur le village de Fort-Calquier qui se situe dans les Alpes de Haute-Provence. On vous a mis juste à droite de la diapositive une carte qui vous montre voilà, que c'est un village qui est typique en Provence puisqu'il y a une colline sur laquelle se trouve une citadelle. Et puis, adossé au flanc de la colline se trouve le village historique qui est constitué de ruelles médiévales. Et donc, il y avait de forts problèmes liés à la dégradation
de ces ruelles, de ces bâtiments. Et toute l'idée de l'écoquartier a été véritablement de prendre en compte cette dimension patrimoniale pour réimplanter des services et des commerces dans le centre ancien, pour également sauvegarder le patrimoine et en faire un objet de valorisation à des fins de tourisme qui soit à la fois durable et culturel. Il y a notamment des associations culturelles qui s'y sont implantées. Peut-être passer au deuxième exemple qui est un exemple qu'on a choisi, voilà, qui se situe dans l'Isère, donc à La Rivière, commune de La Rivière, qui est une commune rurale. Le village faisait face à plusieurs problématiques. D'une part, un manque d'attractivité pour les habitants et une qualité de vie qui était dégradée après le départ du dernier commerce. Et puis, d'autre part, voilà, il y avait des problématiques liées au fait que le village ne profitait pas finalement du tourisme de montagne qui s'était développé dans le massif du Vercors. L'idée avec l'écoquartier ici a été d'une part de restaurer le bâti en s'appuyant sur des filières locales, notamment le bois et les circuits courts, pour entretenir la mémoire collective et l'identité du site. Un deuxième élément qui était important, c'était de valoriser l'offre touristique. Et donc, on a véritablement eu sur ce projet en Isère un lien entre le patrimoine, le tourisme culturel et le tourisme durable. Voilà, donc comment, par la création de gîtes touristiques et d'activités touristiques liées au patrimoine culturel et naturel, on a pu offrir des capacités supplémentaires en termes de tourisme à la collectivité. Et puis le troisième enjeu sur cet écoquartier, pardon, non, je parlais toujours à la rivière, ça a consisté à prendre en compte à la fois les contraintes et les opportunités paysagères et patrimoniales qui étaient très importantes. Vous voyez la montagne sur la photo qu'on vous a mis à droite. Et il y a également un torrent qui borde l'écoquartier et qui a fait que cette partie du centre ancien se trouvait souvent inondée. Et donc, il y a eu tout un travail lors de la réhabilitation du centre ancien en écoquartier pour justement aménager, sécuriser le site avec le torrent qui borde l'écoquartier de façon voilà, à faire du projet paysager une opportunité. On peut passer au troisième exemple qui se situe dans les Vosges. Et on a souhaité vous l'indiquer ce matin parce qu'il y avait une contrainte très forte à l'origine. En effet, initialement, le projet prévoyait la réhabilitation d'une ferme ancienne, mais les élus se sont rendus compte que cela était impossible après des expertises. Et donc, tout l'enjeu de l'écoquartier, ça a été de reconstruire à l'identique la ferme ancienne que vous voyez sur l'image en haut à gauche, donc, qui est très réussie d'ailleurs. Donc, reconstruire à l'identique cette ferme tout en conservant voilà, la mémoire du site et de ce patrimoine historique. Un deuxième élément, ça a été de faire de cette ferme ancienne un levier au service du développement des territoires et notamment de l'économie locale. Et donc, on a notamment installé dans la ferme ancienne des associations, des points de vente directs de produits agricoles pour en faire voilà, des lieux de rencontre à la fois en termes d'économie circulaire et développer également les liens entre les habitants. Voilà pour les trois projets qu'on a souhaité vous présenter ce matin. Merci beaucoup, Colin. Pour la première partie, on voudrait aborder les outils dans un second temps. Voilà ce qu'on voulait vous présenter. J'ai vu qu'il y avait une question sur le fait… Il y a une question, effectivement, et à laquelle vous avez commencé de répondre, mais je trouve que c'est intéressant, effectivement, d'échanger un tout petit peu là-dessus, parce que la question portait sur est-ce qu'on peut développer donc, des écoquartiers dans des centres historiques, quasiment dans leur globalité. Et c'est vrai que pour nous, ça a été une question essentielle qui nous a vraiment invités à continuer à travailler avec l'écoquartier, parce qu'on est, comme l'avait dit Florence, on était comme tout le monde. Au départ, on avait une image, construction, neuf, lotissement ou bâtiment industriel. Et justement, dans les travaux, les premiers travaux de bilan de l'action écoquartier, il y avait cette idée aussi de dire, mais non, on peut aussi totalement être sur un écoquartier qui travaille sur la réutilisation d'espace, la réutilisation des matériaux, des réflexions sur les usages, etc., etc. Et des premiers échanges qu'on a eus avec l'écoquartier, c'est
ah, mais en fait, nous, on a eu plein d'opérations de réutilisation d'édifices patrimoniaux qui auraient totalement pu s'inscrire dans la démarche si on dépassait cette idée, justement, un petit peu de construction de neuf et de hors-sol. Donc voilà, pour nous, effectivement, c'était une question essentielle dans le souhait de travailler ensemble, dans cette idée que si on reconstruit la ville sur elle-même, on est totalement dans une démarche qui peut s'inscrire dans le référentiel d'écoquartier. Enfin, je pense que si vous voulez compléter, mais pour nous, c'était vraiment au cœur des échanges, j'ai envie de dire. C'est ça, et une orientation qu'on renforce encore plus avec le renouvellement de la démarche, où on prône, c'était déjà le cas avant, mais de plus en plus de refaire la ville sur la ville, le bourg sur le bourg, avec aussi la possibilité d'avoir des écoquartiers un peu multisites au sein du bourg, avec plusieurs secteurs opérationnels distincts, mais qui sont réfléchis dans une réflexion d'ensemble sur un périmètre un peu plus large. De toute façon, vous l'avez compris à travers la présentation des 4 dimensions du référentiel et la présentation de la philosophie qui a été mise en place pour cette nouvelle façon à l'époque de concevoir la ville, qui soit vraiment une démarche intégrée et systémique. Et c'est bien toute la complexité et c'est bien pour ça qu'on essaye de fournir un maximum d'outils. On en parlera juste après aux porteurs de projets, parce que c'est pas simple d'intégrer toutes les dimensions dans la réalisation d'un projet d'aménagement. Donc voilà, ça s'applique à tous les territoires. Ça, par contre, il n'y a aucun doute là-dessus, et vous l'avez vu à travers les exemples, et on en a encore beaucoup d'autres. Ça s'applique à tout contexte territorial. On a 2 autres questions. La première, existe-t-il des fiches qui permettent d'approfondir les projets présentés et qui permettraient de s'en inspirer pour des projets? Alors, ça tombe bien, c'est justement un travail qu'on est en train de réaliser dans le cadre du nouveau guide on a distribué en commission nationale les prototypes, mais il sera en ligne la semaine prochaine. Normalement, on a souhaité par engagement présenter des exemples inspirants. Alors, dans le guide qui sera guide PDF et que vous pouvez télécharger, il y aura un exemple par engagement, mais on est en train de réfléchir, j'anticipe un peu sur ce qu'on va dire après, mais ce n'est pas grave, un guide accessible numériquement sur une plateforme pour pouvoir, à partir de chacun des engagements, avoir des exemples inspirants. Et on a l'idée également, mais ça, je ne m'avance pas sur la date, d'avoir à terme des parcours utilisateurs en fonction aussi du contexte territorial dans lequel s'inscrit le projet. Et dans l'idée, voilà, un porteur d'un projet dans un centre-bourg pourrait être guidé pour aller vers les exemples inspirants de même contexte territorial, même si des fois des projets d'un autre contexte territorial peuvent aussi inspirer. En tout cas, c'est bien quelque chose qu'on est en train de finaliser, et on fera passer les informations auprès de Laurent pour les fiches exemples et le nouveau guide qui vous donnera déjà quelques exemples inspirants, et le lien, bien sûr. Et on mettra tout en ligne on met en ligne les enregistrements, les documents ressources à chaque fois. Donc, tout sera en ligne sur notre site internet dans la rubrique webinaire. Et puis, on vous indiquera, et ça y est dans le diaporama, le lien vers notre site internet où vous pourrez aussi retrouver toutes les informations et toutes les fiches publiques aussi des projets qui sont engagés dans la démarche. Plusieurs questions qui sont arrivées entre-temps. Existe-t-il aussi des exemples d'écoquartiers de construction neuve qui s'intègrent dans du tissu ancien? Oui, ça, on en a. Alors, pas encore forcément une fiche mettant en avant spécifiquement et valorisant cet exemple-là. Mais c'est intéressant. Enfin, d'ailleurs, n'hésitez pas là à nous demander. C'est vraiment important, nous, vos retours et vos questions. Là, ça me permet de flécher plus particulièrement ce que vous recherchez en termes d'exemples inspirants. Donc, pour l'instant, cette fiche n'existe pas en tant que telle, mais c'est un travail qu'on est
On est en train oui, on est dessus en ce moment. Et Donc, on si je pourra peux faire une intervenir, recherche. Oui, Florence, donc simplement, si je peux vas-y. juste indiquer que, par exemple, il y a un projet qui a été mené dans la commune d'Aidé-Bazouges, en Ille-et-Vilaine, où il y avait effectivement une articulation entre un centre très ancien au sein d'un hameau et des constructions neuves en bois, donc un écoquartier avec des isolants en paille et un travail, une réflexion sur l'articulation entre ce hameau qui était très ancien et qu'intègre maintenant un marché biologique et donc un écoquartier avec des constructions neuves mais responsables et écologiques. Et ça, c'est vraiment la richesse de la démarche, c'est que vous l'avez vu sur plus de 500 projets. Je pense qu'on a à peu près tous les cas de figure et tous les contextes qui peuvent exister. Et malheureusement, on manque de temps et de bras pour mettre des fiches inspirantes sur tous les cas particuliers. Donc, n'hésitez pas si vous avez des demandes particulières. Ça nous permet d'orienter un peu mieux la réalisation prioritaire des fiches. Une autre question sur l'accompagnement. Est-ce que l'accompagnement du label Écoquartier donne-t-il également un accompagnement dans la recherche de financement? Alors, pour l'instant, les accompagnements ne portent pas sur la recherche de financement. Mais par contre, on est en pleine réflexion avec la Banque des Territoires pour pouvoir, dès septembre, proposer aussi un accompagnement en termes de financement. Je ne peux pas en dire encore beaucoup plus parce qu'on est vraiment en train d'affiner cette proposition, mais la Banque des Territoires était bien présente à la dernière commission nationale écoquartier pour pouvoir travailler à cet accompagnement et voir comment ils peuvent accompagner, notamment, ça serait certainement plutôt sur le financement d'études foncières justement pour pouvoir mieux identifier et aider les porteurs de projets à refaire sur la ville, sur le centre-bourg et voir où le projet peut se faire dans les limites de l'espace déjà urbanisé et aussi par rapport aux difficultés de montage opérationnel, juridique des projets. On est en train de voir quelle offre peut être proposée dès septembre aux porteurs de projets de la démarche. Et une dernière question, quels sont les promoteurs qui s'inscrivent dans ces opérations? Alors là, c'est un petit peu large. Vous souhaitez savoir, je ne sais pas qui a posé la question. On n'a pas une liste de promoteurs, on pourrait l'avoir. Mais quel est vraiment le sens de la question? C'est de vous faire un retour sur les promoteurs privés qui travaillent sur des écoquartiers dans la démarche? Je ne sais pas si la personne qui a posé la question peut... Je pense effectivement peut-être une liste d'opérateurs qui à travailler sur ce genre d'opération. En fait, quand on fait nos fiches, si je comprends bien la question, nos fiches d'exemple et les fiches publiques qui sont téléchargeables sur le site Écoquartier, on indique tous les acteurs du projet, donc y compris les promoteurs. Donc, on a ces données, voilà, mais on n'a pas fait un travail spécifique pour identifier les promoteurs privés qui travaillent qui sont les plus présents dans nos opérations d'écoquartier. On pourrait peut-être, je vais voir avec le CSTB qui nous accompagne sur la plateforme, certainement on peut faire un tri, si ça vous intéresse. Et peut-être une dernière question sur le coût de l'accompagnement du CEREMA, mais je crois qu'il y a une intervention sur les accompagnements après. On va refaire une séquence après sur les accompagnements. Donc, on va mettre ces questions, peut-être trouveront réponse à la présentation. Par contre, on va essayer de vous mettre, je repense que je retombe sur la question accompagnement dans la recherche de financement. J'ai parlé de la Banque des Territoires, mais peut-être que tout le monde ne connaît pas encore
le site Aide Territoire, qui est une start-up d'État et qui met en ligne toutes les aides disponibles par thématique. Et il y a notamment une entrée sur les écoquartiers. Je vais essayer de vous mettre, quelqu'un de l'équipe, le lien vers Aide Territoire. Peut-être que Yann, toi, tu en disposes plus facilement si ce n'est pas encore connu de vous tous. On en fait la promotion à chaque fois, parce que ça fait aussi la promotion j'imagine. des caractères. Mais c'est toujours intéressant de le rappeler, d'autant que c'est une base qui s'enrichit, justement, qui a vocation à être très, très évolutive et à se nourrir régulièrement de nouveaux dispositifs ou de dispositifs actualisés. Voilà. On propose de faire une petite sur les questions-réponses, parce qu'on va revenir en plus avec… Avant d'oublier, j'ai oublié de préciser aussi, c'est important par rapport à la recherche de financement. Là, c'est plus aussi comme on pilote, et c'est Yann qui est pilote chez nous du fonds. Alors, dans le cadre du fonds vert de la mesure renaturation des villes et des villages, il y a aussi la mesure recyclage foncier, donc l'ancien fonds friche qui est au sein de notre sous-direction. Le fait d'être engagé dans un dispositif comme la démarche écoquartier, pas que, ça marche aussi pour Petites Villes de demain, permet, ça rentre en tout cas dans les critères de priorisation, de hiérarchisation des priorités pour accéder aux subventions de la mesure renaturation des villes et des villages et du fonds vert de façon plus générale. Voilà, c'était tout. Je me tais. Et voilà, on va revenir, hein, vraiment, on fait après un petit focus sur tous ces dispositifs d'aide et d'accompagnement. Une partie des questions trouvera réponse à ce moment-là. Mais avant, on voulait vraiment faire un petit focus sur un retour d'expérience. Jean-Claude, nous raconter ce qui se passe à Saint-Benoît-sur-Loire. Oui, absolument. C'est toi qui passe les diapos, oui. Non, c'est la fin, mais on début. Bon, je suis donc, bonjour à toutes et à tous, je suis adjoint au maire de Saint-Benoît-sur-Loire, et j'ai en charge urbanisme, petite cité de caractère, culture et tourisme. Je vais vous situer Saint-Benoît-sur-Loire parce que je pense que tout le monde ne sait pas où ça se trouve. C'est au bord de la Loire et c'est à environ 40 km à l'est d'Orléans. Saint-Benoît-sur-Loire fait partie de la communauté de communes du Val de Sully et du PETR, la forêt d'Orléans, la Loire et la Sologne. Quelques dates clés importantes. Depuis l'an 2000, Saint-Benoît-sur-Loire est dans le site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Depuis 2017, on a commencé par faire une AVAC qui est devenue SPR et qui a été modifiée, complétée, je dirais, en 2022, c'est très récent. Le site de Saint-Benoît-sur-Loire, au titre de la Loire, des paysages de la Loire, des méandres de la Loire et de sa basilique, est site classé. Très important, la commune de Saint-Benoît-sur-Loire est à peu près à 90 ou 95% inondable, ce qui n'est pas sans conséquence sur tout ce qui peut être fait sur Saint-Benoît. Le PLU date de 2019 et aujourd'hui, la communauté de communes est en train de travailler sur le PLUI depuis l'année dernière. Et on est label écoquartier étape 1 depuis le 31 août 2022. Vous avez à droite une photo de l'abbaye. En fait, l'abbaye, c'est le grand monument historique de Saint-Benoît et toutes les protections que vous voyez se rapportent à l'abbaye, en fait. Vue suivante, oui, merci. Donc, la genèse de l'opération, pourquoi s'est-on intéressé à l'écoquartier? Eh bien, la réflexion s'inscrit dans beaucoup de projets que l'on a développés depuis une dizaine d'années, en particulier la revalorisation et la requalification du cœur du bourg,
des aménagements d'espaces publics et la réalisation avec la communauté de communes d'un centre d'interprétation qui s'appelle le Belvédère, qui s'attache à expliquer l'art roman, puisque notre abbaye, c'est un patrimoine très connu de l'art roman, et la vie bénédictine, puisque notre abbaye a un certain nombre de moines, elle est toujours affectée au culte, et ce centre d'interprétation a l'avantage d'allier à la fois un bâtiment ancien et un bâtiment contemporain dans un centre historique. La mise en place du site patrimonial remarquable, effectivement, a eu une grosse influence dans la réflexion, et la participation au réseau des petites cités de caractère aussi, puisque c'est un peu cette participation qui a fait que l'on s'est penché sur un écoquartier. Ensuite, on avait une forte volonté à Saint-Benoît de voir arriver de nouveaux habitants, de nouveaux types d'habitants pour développer la commune. La recherche aussi d'une forme d'urbanisation allant qualité patrimoniale et attente environnementale liée au cadre de vie durable en proposant des l'évolution des modes de vie, espaces partagés, coworking, déplacements doux. Je vais revenir là-dessus 2 ou 3 vues plus loin. Et on a créé pour cela un groupe de travail que l'on a appelé un espèce de comité de pilotage qui est composé de 3 tiers, un tiers d'élus, un tiers d'habitants et un tiers de partenaires. Et en particulier, j'insiste sur le CAUE du Loiret qui nous a beaucoup aidé sur la réflexion. Fait aussi partie de ce groupe d'experts l'architecte conseil de la commune, qui est celui qui nous a aidés sur le SPR, l'architecte des bâtiments de France, l'Adréal qui a travaillé sur le site classé, enfin toutes les ressources que l'on avait à notre disposition. C'était en gros une vingtaine de personnes qui ont travaillé sur cette phase préalable. Ensuite, si j'analyse le site, comme vous pouvez le voir en haut à gauche, c'est la commune. Et la commune se situe dans les méandres de la Loire. En bas, vous avez ce que vous avez en bleu, c'est en fait le centre-bourg. Et en rouge, le petit carré rouge, c'est là que l'on pense situer l'écoquartier. Voilà, absolument là. Okay. Le contexte urbain et paysager. Le futur écoquartier se trouve dans la zone du SPR. Le SPR s'arrête, si on prend la vue à gauche, dans le haut. On est en limite de SPR. Au-delà, on tombe dans les zones agricoles. Donc, vous avez en haut à gauche la vue telle de l'OPA, l'opération d'aménagement programmé qu'on en avait dans le PLU, qui inclut déjà un certain nombre de règles. Vous voyez en particulier les cônes de vue qui sont en vert, qui sont notés par des flèches pointillées. Ce sont les cônes de vue qu'on est tenu de respecter et que l'on doit respecter. Voilà, vous les voyez là, très bien. Vous voyez aussi tout autour une zone verte. Ça, c'est quelque chose qui vient du site classé, où le site classé impose maintenant que l'on végétalise les abords, les franges urbaines. C'est pour éviter tout simplement que l'on ait cette rupture entre les zones agricoles et les zones bâties. Bon, je pense qu'on peut passer au suivant. Ensuite, les orientations de programme formulées par la collectivité. Au cours de ces réunions qu'on a eues du groupe de travail, on a identifié un certain nombre d'orientations que l'on aimerait bien voir respectées dans le site classé.
dans l'écoquartier, à savoir qu'on vise un public cible qui est plutôt les ménages avec les enfants. Il faut savoir que ce site se trouve à proximité d'écoles, de groupes scolaires qui est récent, proximité aussi d'équipements de type gymnase, city-stade. Ce que l'on a identifié et qui est assez important, c'est qu'on ne souhaite pas un modèle tout pavillonnaire, surtout pas. On souhaite rationaliser l'espace et avoir à la fois des habitats mixtes, individuels, partagés, modulaires et un tiers-lieu si possible. Les espaces végétalisés, les terrains ouverts sans clôture, et on a une réflexion sur les toitures et terrasses végétalisées qui sont autorisées aujourd'hui dans notre SPR, mais ça demande à être un peu précisé quand même au niveau du SPR. Ensuite, la réflexion, il faudra peut-être revenir à la vue précédente, s'il vous plaît. Voilà, vous avez au sud, oui, là, à cet endroit-là exactement, vous avez inclus une bâtisse ancienne qui daterait de François Ier, qui appartient à deux propriétaires privés, et la question se pose, c'est de l'inclure dans l'écoquartier ou pas. Alors, petite particularité, ces propriétaires privés n'ont jamais voulu rentrer dans la démarche de bâtiments historiques, de monuments historiques, alors que, bon, d'après discussion qu'on peut avoir avec la DRAC, ça pourrait être un monument historique. C'est un gros problème pour nous. Donc, la réflexion est, est-ce qu'on la met dans l'écoquartier ou pas? Les modes de circulation devraient être douces dans ce futur écoquartier, avec des garages en vélo et des garages extérieurs. Pas de garage intégré aux maisons dans l'écoquartier, sauf usage ponctuel de dépose. Les contraintes à prendre en compte, c'est le PPRI, les cônes de vue, j'en ai déjà parlé, et l'intégration dans l'environnement global et les franges urbaines. Donc, le projet envisagé, donc là, vous le voyez mieux, dans la vue à gauche, vous avez, c'est la grande partie verte qui est au nord de la commune. Hein. Le manoir, enfin ce qu'on appelle le manoir, là dont je parlais, ce qui pourrait être un monument historique. Et au sud, vous avez l'école. Et juste après l'école, il y a un fossé, et c'est le fossé qui entoure, bon, ouais, voilà, c'est le fossé en fait qui entoure le centre historique de la commune. C'est très proche, hein, je dirais qu'entre le site prévu pour l'écoquartier et la basilique, à vol d'oiseau, il y a 300 mètres en gros. La basilique se trouve là. Donc, la grande rue que vous voyez, c'est la rue de Tollet, et cette rue vient déjà d'être aménagée. Elle a été complètement requalifiée et l'aménagement vient de se terminer. C'est pareil pour résoudre nos problèmes de stationnement à l'école. Entre l'école et la rue de Tollet, on a fait des parkings, en particulier un parking pour les cars, ce qui nous évite d'avoir les cars dans le centre-bourg, qui est quand même pas conçu pour la circulation des cars. En pointillé vert, vous avez une liaison douce qui existe déjà. Et la plaine, entre le manoir et l'école, vous avez une grande plaine verte et qu'on devrait inclure dans l'écoquartier, mais qui restera plaine, qui ne sera pas construite. C'est un peu à l'anglaise, je dirais, un grand terrain ouvert à tout le monde. Voilà, ce terrain. Donc là, on en est là. Donc on veut aujourd'hui, on souhaite aller plus loin. Mais bon, bien sûr, il faut qu'on affine un peu tout ce qui a été fait. Et c'est
en ce moment, on est en train de monter un appel d'offres pour trouver quelqu'un pour nous aider sur cette suite. Bon, je peux passer, je pense, à la vue suivante. Voilà. Ce nouveau quartier d'expression contemporaine va naître du génie du lieu de Saint-Benoît pour s'intégrer à la commune. Ça, on tient, c'est quelque chose d'important, on ne veut pas faire un ghetto. Donc, c'est quelque chose qui doit totalement s'intégrer à la commune. Donc, des liaisons avec la commune, celle-là, elle est relativement facile puisqu'on est très proche du centre-bourg, mais aussi des liaisons par rapport à chaque côté où on a on va dire des résidences, c'est plutôt des lotissements. Et ce que l'on veut, c'est que tout ça s'intègre complètement et qu'on évite ce mode que l'on a pu voir d'ailleurs dans des exemples, qui est un mode ghetto où en fait l'écoquartier devient un ghetto. Donc l'idée aussi, c'est d'avoir un tiers-lieu sur cet écoquartier pour essayer de fédérer un peu toutes ces personnes, tous ces bénédictins autour d'un lieu avec des usages communs partagés. Donc, le nouveau quartier devra avoir aussi son identité. C'est ce que je disais un peu avant. On veut éviter le tout pavillonnaire et surtout pas avoir le tout pavillonnaire d'ailleurs, si on peut éviter de tout. Donc, il va falloir être inventif pour essayer de trouver une solution où le tout pavillonnaire n'existera pas, ou alors de façon très réduite. Donc aujourd'hui, ce que l'on souhaite, c'est étudier la programmation et la faisabilité de l'écoquartier. Donc vous avez un schéma et vous avez à la fois le site d'études, proprement du site d'écoquartier, mais que l'on va étudier dans un périmètre beaucoup plus large de réflexion. Je crois que d'ailleurs le périmètre, après discussion que l'on a avec le CAE en particulier, sera encore plus large que ça, puisqu'on essaiera d'inclure une partie des lotissements de façon à assurer la liaison entre tous ces éléments de la commune. Donc, l'étude que l'on va lancer, c'est pour définir un programme et un schéma directeur d'aménagement du secteur qui servira de base à la consultation d'un maître d'œuvre. Il y aura au moins 2 scénarios, faisabilité technique et économique et montage opérationnel. Donc, on va essayer d'obtenir tout ça parce qu'en fait, le but ultime de cette étape, c'est d'avoir les éléments qui peuvent permettre à la commune de prendre sa décision. Vers quel système on va. Et on parlait tout à l'heure des promoteurs ou des gens qui peuvent faire ce type de site et d'écoquartier. Il va bien falloir qu'on ait les éléments pour faire notre choix. Je pense qu'on peut passer sur la suivante parce que ça a déjà été évoqué d'une façon ou d'une autre. Donc, le déroulement de l'étude que l'on souhaite se fera en 3 phases. Diagnostic et programmation, diagnostic spatial et technique du site et des attentes de voisinage, traitement des questions foncières et des éventuelles acquisitions, ça a déjà été fait. Le grand terrain sur lequel, qui fait un peu plus de 2 hectares, 2 hectares et demi, qui appartenait à 2 propriétaires, viennent d'être achetés par la commune. Donc, le problème de la question foncière n'existe plus. Les autres terrains appartiennent déjà à la commune. Donc, le schéma directeur qu'on souhaite, c'est traduire les éléments de programme sous forme de 2 à 3 scénarios permettant d'évaluer l'organisation spatiale du secteur
et une estimation financière de chaque scénario. La formalisation et le montage de l'opération, développement du scénario retenu en vue de la formalisation du projet et du montage de l'opération, et éclairage sur les différents types de montage opérationnel, lotissement, opération de promotion, permis groupé, autopromotion et habitat participatif. C'est un peu là où on est un peu dans le flou. On ne sait pas trop et on n'a pas trop d'éléments pour voir pour la suite quel type de montage on peut avoir. Donc là, ce serait bon effectivement de savoir, de répondre à la question qui est posée tout à l'heure, qui peut faire ce type d'opération. Donc c'est à partir de ces éléments en fait que la commune prendra la décision définitive de lancer l'opération. Le travail, donc, ça va se faire dans la continuité de ce qu'on a déjà fait, à savoir qu'on va travailler avec les citoyens, donc avec les habitants. On a commencé, ça marche pas trop mal. On n'a pas eu de difficultés jusque-là ou de combats. Ça s'est assez bien passé. Et sur la base des éléments définis dans les phases précédentes et en fonction des choix opérés par la collectivité, une mission d'AMO permettra de lancer l'opération. Donc, on en est là aujourd'hui. On a déjà pas mal travaillé dessus. Mais on doit aller plus loin et avoir surtout les éléments qui permettent à la communauté et à la municipalité surtout d'aller plus loin parce que ça a un coût et comment on peut assumer ce coût. Donc, le problème des subventions éventuelles se pose, des financements se posent. Là, aujourd'hui, on n'a pas la réponse, mais on sait que ces questions sont devant nous. On verra comment on fait. Et alors, je ne sais pas, c'est sur le gâteau, mais on accueille dans une dizaine de jours une résidence d'école d'architecture qui va plancher sur le futur de Saint-Benoît et je pense qu'ils plancheront sur l'écoquartier. Ça fera partie de leur semaine de travail et de réflexion. Donc, ça sera des éléments qui arriveront en plus et qui alimenteront le dossier. Voilà. Merci. Vous avez une vue de Saint-Benoît, de la Loire et de Saint-Benoît. Ça illustre le site classé. La basilique et la Loire en bas. Et la commune. Merci beaucoup Jean-Claude pour cette présentation. Voilà, très concrètement, et Jean-Claude l'a bien montré, dans un environnement alors pour le coup très contraint, en tout cas très réglementé, très protégé, le champ des possibles, la démarche, enfin, particulièrement, je trouve particulièrement intéressant, c'est justement ce comité de pilotage où à un moment, tout le monde se met autour de la table, ABF, DREAL, tous ceux qui ont un regard sur le site et ses protections, et on ouvre le champ des possibles, et ça, c'est très intéressant, parce que c'est vrai que si on s'arrête à toutes les contraintes et les protections, on pourrait dire, on ne peut rien faire. Non, on peut faire des choses et des belles choses. Alors, je vous propose de garder les questions, parce que justement, là, dans la présentation qu'on avait prévue dans un dernier temps, c'était vraiment reprendre un peu les accompagnements, les dispositifs qui sont là pour aider les porteurs de projets dans une réflexion, dans une traduction opérationnelle. Donc, Florence, on reprend la présentation et je vous passe la main. Oui, avec Colin, on va vous présenter un peu les outils de la démarche écoquartier. Bruno en a déjà dit un mot, outil qu'on a souhaité aussi renforcer dans le cadre du renouvellement. On peut partir à partir de revenir sur la diapositive, mais je ne vais pas
Voilà, exactement. En parler trop longtemps, puisque Bruno en a déjà parlé. Après une année de chantier de renouvellement en 2022, c'est vrai qu'on relance un peu toute l'animation en 2023 et donc on relance les clubs nationaux écoquartiers. Il en existe aussi portés par nos services déconcentrés en région Lidréal, donc des clubs locaux qui font de l'animation sur les sujets écoquartiers. Alors, pas partout, c'est hétérogène, mais donc là, on prévoit notre club national sera le 20 juin. Alors, en région parisienne, j'aurais voulu le faire ailleurs qu'en région parisienne, mais pour la relance, c'est finalement souvent plus simple pour qu'on ait un maximum de personnes qui puissent venir de l'organiser sur la région parisienne. Et donc, c'est l'occasion, ce club, de faire partager la démarche, les nouvelles thématiques, les exemples inspirants, avec tous les participants, les partenaires de la démarche, les services déconcentrés qui travaillent, les experts et bien sûr tous les porteurs de projets qui sont engagés dans la démarche. Donc, beaucoup de monde. Donc, ce sera le 20 juin, je n'ai pas encore le lieu exact. Et maintenant, pour tous les outils qu'on propose cette année, Bruno en a dit aussi un mot, mais donc l'accompagnement, il y a eu des questions dans le chat qu'on poursuit et qui a été mis en place dès 2022, c'est l'accompagnement sur mesure du CEREMA d'une quinzaine de quartiers par an. Donc, chaque année, il y a un AMI qui est lancé. Vous pouvez candidater dès à présent sur la plateforme. Et donc, c'est un accompagnement de 15 territoires par an, mais sur 3 ans. Donc, à terme, le CEREMA aura un roulement d'accompagnement avec 45 projets. Un accompagnement sur mesure qui se formalise dans une convention qui est signée entre le porteur de projet, le CEREMA et le préfet. Et donc, on a alors, celui-ci est payant, mais on participe quand même avec le CEREMA et le ministère à hauteur de 80%. Mais pour l'accompagnement sur les 3 ans, dans une limite de 36 jours, on arrive à 7 200 € qui donc doivent être 7 200 € pour les 3 ans d'accompagnement à charge pour la collectivité. Et donc, la convention permet de définir avec le porteur de projet, la collectivité ou autre, les points sur lesquels il souhaite un accompagnement du CEREMA. La slide suivante vous montre les projets qui ont été lauréats en 2022. Et donc là, comme je viens de le dire, l'AMI est ouvert, vous pouvez candidater pour cet accompagnement. Donc, c'est plutôt pour des projets qui sont donc éco-projets, encore en amont. Plutôt donc pas ceux les ex-étape 2 qui étaient en chantier, mais plutôt les ex-étape 1 ou ceux qui s'engagent dans la démarche. Il faut rencontrer, je crois qu'on ne l'a pas dit, mais nous, la porte d'entrée pour s'engager dans la démarche, c'est le correspondant ville durable de la direction départementale des territoires. Donc, pour ceux qui veulent entrer dans la démarche, c'est vraiment la rencontre en premier du correspondant en DDT qui est importante et qui va permettre un échange et l'orientation, notamment vers les meilleurs accompagnements. Je vais laisser Colin présenter les nouveaux accompagnements qu'on propose en plus de cet accompagnement CEREMA en 2023. Merci. Je vais être bref puisque Bruno Bessis en a parlé, mais on propose notamment parmi les nouveaux accompagnements un accompagnement de France Ville Durable, qui est notre partenaire, et qui va donc notamment organiser des sessions collectives de sensibilisation sur des domaines qui permettent de penser la résilience. Ça peut être notamment la préservation de l'eau ou encore la lutte contre les îlots de chaleur urbain. Et puis un deuxième atelier territorial qui est lui centré sur un projet plus contextualisé et qui va sur une journée dans les territoires pour justement organiser et essayer d'orienter les réflexions sur la façon de penser un éco-quartier qui soit résilient. Si on peut passer à l'accompagnement suivant, il s'agit d'un accompagnement qu'on propose au sein du ministère, donc de la DGALN, l'atelier des territoires,
qui est un atelier qui consiste à faire intervenir dans le cadre d'un atelier une équipe pluridisciplinaire qui est à la fois composée d'urbanistes, d'architectes, de paysagistes, de designers qui interviennent donc sur le territoire, qui vont à la rencontre des habitants, des citoyens et des élus. Et l'objectif est que tous les acteurs locaux qui se rencontrent puissent co-construire un projet de territoire et esquisser des éléments de réponse aux contraintes qui avaient pu être formulées en amont et constituer une bonne base de travail pour ensuite effectuer des communications, mettre en place la démarche et l'initier de façon plus approfondie. Et il est pris en charge intégralement par la DGALN. Le dernier atelier, c'est l'accompagnement, c'est en effet l'accompagnement énergie carbone, donc la solution Urban Print pour très, très rapidement permettre la mesure de la performance environnementale des écoquartiers. Et puis... Oui, peut-être juste un mot avant de parler du cycle des formations. Pour tous les accompagnements qu'on vient de vous présenter, il faut candidater sur la plateforme Écoquartier. Pour les porteurs de projets qui seraient déjà engagés dans la démarche, il suffit de se connecter. Quand on est engagé dans la démarche, on a un compte sur la plateforme. Et en se connectant, on a les différents types d'accompagnements qui apparaissent et qui expliquent plus précisément en quoi consiste l'accompagnement, les documents qui sont plus ou moins, pour certains accompagnements, c'est vraiment très léger. Il n'y a parfois pas plus de documents, d'éléments à renseigner que ceux qu'on demande pour la signature de la charte écoquartier qui permet l'engagement dans la démarche. En tout cas, tout est indiqué sur la plateforme et il suffit donc de candidater. Et pour ceux qui ne sont pas encore engagés dans la démarche, il faut par contre, oui, c'est ça, c'était sur il y a une slide qu'on a mis, comme le diaporama sera mis à disposition, avec bien sûr le lien vers la plateforme. Et pour ceux qui ne sont pas encore engagés dans la démarche, il faut au préalable rencontrer le correspondant en DDT pour signer la charte écoquartier qui confère le statut d'écoprojet et ouvre le droit à tous ces accompagnements. Alors, au-delà des accompagnements, effectivement, et c'est Colin aussi Cauchois qui coordonne les formations qui sont mises en place. Je te laisse en dire un mot, Colin. Oui, en un mot, effectivement, on a des formations qui permettent aux élus, aux agents, à tous, en fait, de pouvoir monter en compétence sur certains sujets, donc notamment la participation citoyenne, ça peut être la nature en ville, ça peut être la sensibilisation à la démarche écoquartier et à l'aménagement durable. Ces formations, elles sont organisées en amont. On les met, nous, sur la plateforme écoquartier. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez évidemment postuler à l'une d'entre elles ou voir à plusieurs. Elles sont gratuites, je le précise. Et puisqu'on parlait de Saint-Benoît-sur-Loire et de la baie de Fleury, il y a possiblement une formation qui se déroulera dans le Loiret à Orléans au second semestre. On va monter en compétences sur les formats, on va monter en volume sur les formations prochainement, donc vous pourrez revenir sur la plateforme régulièrement pour vous inscrire aux différentes formations qui vous intéressent. Florence, je te laisse présenter. Oui, je vais juste dire un mot avant de passer au référentiel, puisqu'on en a déjà un peu parlé, mais ça ne concerne pas non plus les formations, c'est plutôt sur les accompagnements globaux, mais Bruno en a dit aussi un mot. Ils sont plus ou moins adaptés suivant l'état d'avancement du projet. Ceux du CEREMA, de France Ville Durable, les ateliers Flash sont vraiment pour les phases amont du projet. Notamment l'atelier Flash pour débloquer un peu des situations ou orienter le projet. L'accompagnement sur le bilan carbone et surtout les différents scénarios au regard des émissions carbone qui peuvent aider la collectivité aux porteurs de projets à aller vers un scénario ou vers un autre au regard des impacts en termes de gaz émissions à effet de serre. Celui-là est peut-être un peu moins en amont que les autres accompagnements que j'ai évoqués. C'est plutôt à mettre en place lorsque le porteur de ce projet
souhaitent demander une revue d'éco-projet. Bruno en a un peu parlé, mais ça fait partie, on le met aussi dans le cadre des accompagnements. C'est l'occasion vraiment de réunir avec le correspondant des DT en lien avec le porteur de projet tous les acteurs locaux pertinents autour du projet avant que les autorisations administratives ne soient déposées, mais à un moment où le porteur de projet a quand même une bonne idée de ce qu'il souhaite réaliser. Et donc là, des recommandations sont émises à la suite de cette revue d'éco-projet. Voilà, c'était principalement, je pense que j'en oublie un, mais ça va peut-être me revenir. Et donc, oui, non, c'est parce que je pensais à Saint-Benoît-sur-Loire, mais qui est déjà, je pense, accompagné un peu par le CAUE, mais peut-être d'autres accompagnements seraient aussi intéressants. Notamment, j'ai bien entendu dans le cadre de la présentation, j'ai dit qu'on travaillait avec la Banque des Territoires sur un accompagnement financier. Donc, ça serait mis en place à partir de septembre. Dès qu'on a des informations, on les fait passer, bien sûr. Et puis, donc, dernier outil, là, on peut passer à la slide suivante, on a déjà parlé, le guide de l'aménagement durable qui est structuré qui s'appuie sur la structuration du référentiel écoquartier avec les 4 dimensions, les 20 engagements, qui sera donc disponible bien sûr en PDF sur la plateforme, mais l'idée là, c'est vraiment que très rapidement, vous puissiez aussi accéder au référentiel, au guide numérique en ligne sur la plateforme, pour pouvoir disposer d'exemples inspirants et d'outils pour aller plus loin en lien avec chacun des 20 engagements. Je crois oui, la slide d'après montre un petit peu à quoi ça va ressembler pour le guide numérique. Bon, il faudra aller sur le site. Ensuite, on vous fera une démonstration quand tout cela sera prêt. Et la dernière diapositive vous permet d'avoir les informations et le lien vers notre site écoquartier. Et nous avons aussi une plateforme d'échange entre porteurs de projets. Donc, c'est Rencontres des territoires. On vous a mis aussi le lien. Je pense que vous connaissez ce type de plateforme qui permet de faire réseau et de voir toutes les questions qui sont posées par... alors nous, ça nous permet aussi de faire passer les informations et de recueillir les questions des porteurs de projets qui sont visibles de tous. Et donc, c'est aussi parfois les porteurs de projets qui se répondent entre eux. Et ça, il suffit donc de nous envoyer un mail à l'adresse mail que nous avons indiquée sur la diapositive pour qu'on vous inscrive dans ce groupe d'échange. Je m'arrête là. Beaucoup, merci à tous. Alors, quelques petites questions, assez techniques d'ailleurs. Valérie ? Alors, une première question donc, concernant les promoteurs. Est-ce qu'il y a un exemple de réalisation de construction neuve dans un quartier ancien avec un office HLM? Mais ça aussi, on peut rechercher là. Alors, bon, Bruno nous a quittés. Bruno, c'est un peu la mémoire des écoquartiers, puisqu'il est là depuis le lancement. Donc, peut-être que lui, il aurait pu vous répondre et vous donner un exemple directement. Mais sachez là, on note toutes les questions qui sont posées et les demandes d'exemples, et on va pouvoir rechercher sur notre plateforme auprès de nos collègues s'ils peuvent vous donner un exemple. Et une dernière question, la création d'un réseau de chaleur dans un centre historique suite à la réfection totale d'une place emblématique de la petite cité de caractère du Monastier sur Gazeille permettrait-elle à terme d'obtenir le label écoquartier? Alors, bien sûr, ça peut largement y contribuer, mais disons que la façon dont la question est posée, c'est bien le principe de la démarche écoquartier et du label. On a nos 4 dimensions, la gouvernance et puis les 3 autres dimensions qui portent à la fois sur les questions économiques, sociales, l'inclusion, sur tous les défis de la ville durable. Et donc, pour obtenir le label, il faut apporter des réponses aux 20 engagements qui couvrent ces 4 dimensions. Et donc, ça n'est pas la réponse à un des engagements, même si elle était très, très, très innovante ou très performante,
qui permettra seul d'obtenir le label. C'est bien sûr une réponse à l'ensemble des 20 engagements pour avoir une réponse qui répond bien aux enjeux de développement durable. Donc, bien sûr, ça y contribuera, mais ça ne garantit pas l'obtention du label, puisqu'il faut apporter des réponses aux 20 engagements et à des indicateurs nationaux. Pas eu le temps de trop le développer, mais qu'il faut désormais aussi remplir pour obtenir le label. Et on a mis également tout un accompagnement en place pour accompagner les porteurs de projets sur ces nouveaux indicateurs. Mais Alain Galland, donc, qu'on connaît bien au Monastier, on va s'appeler parce qu'on est en train, nous, justement, de regarder cette année comment valoriser les expériences issues de petites cités de caractère, de communes qui essayent de sortir des combustibles fossiles pour justement tout ce qui est énergie locale. Donc, on va s'appeler pour parler un peu du réseau de chaleur du Monastier sur Gazeille. Aussi, peut-être rappeler, Florence, qu'il y a des correspondants, souvent dans les départements, pour Écoquartier. Oui, Première personne à contacter par les communes ou les chefs de projet. Que ce soit pour l'engagement dans la démarche, comme je le disais, ou pour les accompagnements, c'est vraiment la porte d'entrée, alors sauf pour ceux qui sont déjà engagés dans la démarche, mais pour tous ceux qui souhaitent s'engager dans la démarche et demander un accompagnement ou pas, hein, mais c'est vraiment la porte d'entrée, c'est les correspondants Ville Durable dans les DDT. Je vais peut-être essayer de vous mettre le lien aussi vers la plateforme directement, vers le contact qui est indiqué. Bon, parfois, je pense que vous connaissez aussi vos contacts en DDT, mais pas toujours. Et donc, la plateforme permet de vous donner le contact du correspondant Ville Durable en DDT. Tu fais bien de le rappeler, Laurence, et j'insiste effectivement parce que c'est la porte d'entrée. Et nous, je rappelle aussi qu'on relaye énormément d'informations sur les calendriers, les dates des appels, la candidature, les formations sur notre lettre d'info. Donc, c'est aussi à ça que sert cette lettre d'info, pour faire le lien avec nos partenaires comme Écoquartier et des petites piqûres de rappel sur quelques dates clés qui peuvent intéresser les communes. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, je n'en vois pas. Juste une remarque, effectivement, la DDT, on est en contact avec la DDT, bien sûr, du Loiret, et elle nous a fourni 2 personnes, 2 architectes, mais pas dans la phase préalable dont j'ai parlé tout à l'heure, mais pour la phase à venir, on a deux archis qui travailleront avec nous aussi. Donc, ça marche bien, le lien avec la DDT, apparemment. Oui, c'est important d'intégrer aussi les architectes conseils et il y en a conseils. deux C'est ce qu'on a mis dans la circulaire qui a été signée. Tout à fait. C'est important de les intégrer. Tout à fait. Donc, je ne vois pas d'autres questions. C'est parfait, on est parfaitement dans le timing. Je vais laisser le soin à Sophie Métadier qui nous a rejoint donc, de conclure. Alors, Sophie Métadier, maire de Beaulieu-les-Loges, présidente des Petites Cités de Caractère de Centre-Val de Loire, vice-présidente de Petites Cités de Caractère de France et qui suit pour le conseil d'administration tous les travaux et représente le conseil d'administration tous les travaux Écoquartier. Je crois intéressée aussi par la démarche pour Beaulieu. Oui, c'est ça. Bonjour à tous. Effectivement, Beaulieu-les-Loges, on est labellisé Écoquartier déjà depuis plusieurs années. Et, on est en train de passer là une phase plus opérationnelle et où je voulais, en complément de ce qu'a dit mon ami Jean-Claude, que je connais bien puisqu'on est dans le même réseau Petite Cité de Caractère du centre, qu'il y a des choses que moi j'ai apprises en cours de mon expérience de maire. On a commencé notre projet Écoquartier par une programmation avec le CEREMA, faite avec Juliette Maître notamment, sur la programmation d'usage et de logement avant de commencer à faire la programmation urbaine. Et je pense que ça nous a été très utile. Après, là, actuellement, nous, on est en plein dans les contraintes archéo, zone humide, inventaire faune-flore, enfin bref, un certain nombre de choses qui, malgré l'enthousiasme que l'on a pour ce projet,
risque d'arrêter net le projet si jamais on se retrouve avec des fouilles archéo à réaliser. Ou si jamais on a des inventaires faune-flore qui sont un peu contraignantes. Ceci dit, je voulais refaire je trouve ça très intéressant, ce webinaire est intéressant parce qu'il nous permet de voir à la fois des fiches que vous produisez à la DGLN et des exemples pratiques qui sont toujours très inspirants et utiles pour nous tous qui sommes sur le terrain et qui avons besoin d'être accompagnés. Et je voulais souligner l'utilité de cet accompagnement que vous proposez entre l'engagement du projet et le chantier. Je pense que ce sont des phases qui sont majeures. Il se trouve que moi, je suis urbaniste, donc je comprends parfaitement ce que me disent à la fois le CEREMA, le club écoquartier ou autres, ou les bureaux d'études, la DDT, etc. Mais je ne suis pas sûre que ce soit le cas je sais que ce n'est pas le cas de la majorité des élus. Et on se retrouve vite complètement débordé et ne comprenant pas par quel bout prendre cette pelote qui nous permet de faire des écoquartiers dans des secteurs patrimoniaux, puisque c'est quand même ce qui nous regroupe tous, c'est d'avoir des territoires qui sont extrêmement patrimoniaux. La preuve en est, c'est qu'on est tous petites cités de caractère, et d'ailleurs pour beaucoup petites villes de demain. Autre élément qui, je pense, est à prendre en compte, c'est le financement. Parce qu'on a une obligation de financer à la fois donc les études géotechniques, les études archéo, les études faune-flore, les études bureau d'études, les études, etc., etc. Ça s'accumule et sans avoir de garantie de faire l'opération, puisqu'on a des freins qui peuvent être totalement bloquants, notamment si on se trouve dans des zones archéo. Et donc, voilà, c'est toujours compliqué de savoir comment on va réellement pouvoir financer nos écoquartiers. Je voulais juste reprendre sur les histoires d'énergie, juste aussi donner l'exemple. On est sur une commune qui est entièrement, enfin pas entièrement, parce que l'écoquartier ne l'est pas, mais nous avons des carrières de tuffeau sur pas mal d'hectares dans la commune. Et je viens d'interroger l'ADEME, etc., pour voir s'il y avait déjà des exemples ou si on pouvait faire de la recherche et développement sur la valorisation de l'air à température constante que l'on a dans les carrières sur des réseaux de chaleur tempérés pour pouvoir brancher des pompes à chaleur dessus. Donc ça, on est en train de lancer la démarche là-dessus. Je pense ce qu'on a vu en tout cas, c'est que ce qui est important, c'est de prendre en compte les contraintes dès le départ, d'avoir toujours à l'esprit le génie des lieux, du lieu, ça Jean-Claude, je pense que tu as raison de le dire, d'associer nos partenaires le plus en amont possible, voire des partenaires extérieurs comme les écoles d'archi par exemple, comme à Saint-Benoît. De ne pas hésiter à aller suivre les formations écoquartier. Moi, j'en ai suivi 2 ou 3 en complément et en remise à niveau par rapport à mon expérience. Elles sont extrêmement intéressantes et vraiment, je pousse tous ceux qui le souhaitent à suivre ces formations. Et puis, enfin, je voulais, moi, personnellement remercier alors notre ABF. On a la majorité du temps, Jean-Claude, tu la connais bien, mais la majorité du temps, enfin même quasiment toujours dans les petites cités de caractère, nous sommes en rayon, enfin nos projets se trouvent dans nos rayons de SPR ou en tout cas dans nos rayons MH si on n'a pas de SPR. C'est quelque part, il faut prendre la présence de l'ABF comme une chance et ne pas hésiter à travailler avec eux dès le départ. Et puis enfin, je te remercie Laurent d'avoir organisé ce webinaire. Merci Jean-Claude de ta présence. Merci à toute la direction générale d'être présente et en particulier à vous, Madame Le Drouy. Je pense que vous nous avez apporté un plus et des éléments qui ne peuvent que nous aider à mener du mieux possible nos projets d'écoquartier, qu'ils soient de l'écoquartier
de restauration, de réhabilitation ou des écoquartiers neufs ou des écoquartiers mixtes, puisque je pense que peut-être qu'on peut dire que tous nos petites cités de caractère sont des éco-bourgs, des éco-cités, et que si on les considère comme tels, on a obligatoirement l'esprit écoquartier qui vient à notre esprit. Voilà, merci à tous. Laurent, je te laisse absolument clore tout à fait. Je ne peux plus rien dire, là, à part pour prolonger les remerciements à tous pour votre participation. Soyez assurés, les petites cités de caractère, qu'on défend aussi la place du patrimoine dans la construction de ces villes de demain, parce qu'effectivement, on trouve qu'il y a quand même une sacrée base pour appréhender tous ces sujets et qu'il y a de belles perspectives pour continuer à travailler sur tout ce dont on vient de parler là, à suivre. Donc, tout ça à suivre pour de nouveaux rendez-vous sur le terrain ou autour de programmes et d'accompagnement. Merci beaucoup, Florence. Merci à toutes les équipes du ministère pour votre participation, pour ces présentations très claires. Grand merci, Jean-Claude, également. Et c'est un projet. Et à dimanche, puisqu'on va… Absolument. Et on espère bien qu'ils vont un petit peu secouer tout ça aussi, apporter leur regard de jeunes sur tout cela. J'espère bien, oui. Un grand merci à tous les participants et à très bientôt en webinaire, en réunion ou sur le terrain. Merci à tous. Merci à vous tous aussi au nom de l'équipe. C'est très enrichissant pour nous également et merci aux participants.